Waouh! Ça, c'est 130 Nm, un VTT assistance électrique avec plus de couple qu'aucun autre VTT, qu'aucun autre moteur sur le marché. Plus que Bosch, plus que Shimano. Et le pire, c'est que ça reste pilotable. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai cru à une erreur. Jusqu'à 150 Nm en boost. Je me suis demandé si c'était pas un peu trop. J'ai roulé plusieurs jours avec le nouveau shuttle AMPD et son nouveau moteur Avinox M2S. Montée impossible, terrain cassant, de nombreuses sorties au quittant de ce nouveau vélo avec ce moteur. Et je vais vous dire si on assiste à un tournant ou à une dérive, parce que si ça continue comme ça, le VTT assistance électrique ne sera plus jamais le même. Allez, c'est parti! Alors ce moteur, c'est le tout nouveau Avinox M2S. Il vient tout juste d'être annoncé et ce pivote AMPD fait partie des premiers VTT équipés de ce moteur. Ce moteur, il pèse 2,6 kg et je précise que c'est sans la couronne. Cette couronne, elle fait 200 grammes, on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Il n'y a pas de miracle au niveau du poids, il est certes un tout petit peu plus léger que la concurrence si on compte pas la couronne, mais c'est pas de ce côté-là qu'il faut se tourner et qu'il faut regarder les chiffres, c'est plutôt au niveau de la puissance. La plupart des moteurs actuels sur le marché, lorsqu'on est sur les modes les plus puissants, le turbo, le boost, il délivre entre 85 et 105 Nm. C'est déjà énorme, ça permet déjà de grimper des pentes qui sont assez raides, 20-25%, globalement sans forcer ou assez facilement. Mais là, on est sur des chiffres qui sont encore plus impressionnants. On est sur 130 Nm de couple max. Oui, vous avez bien entendu, 130 Nm. Enfin, on peut même aller jusqu'à 150 Nm lorsqu'on utilise le mode boost. C'est un mode qui est temporaire, qui dure entre 30 et 60 secondes. Ça, c'est ajustable, on en reparlera juste après. Mais ça délivre un pic de puissance jusqu'à 150 Nm sur quelques secondes. Le moteur propose 1300 watts de puissance de pointe et jusqu'à 1500 watts avec le mode boost. Et il assiste jusqu'à 800%. Mais la grosse force de ce moteur, c'est la délivrabilité de cette puissance. C'est assez impressionnant la fluidité et le naturel que cela engendre. La plupart des moteurs du marché des VTT assistance électrique ont un seul capteur. Donc lorsque l'on pédale, il délivre à un instant T X Nm de puissance et c'est tout. Là, avec ce moteur Avinox M2S, il y a plus de 42 capteurs qui permettent de connaître en temps réel la position du vélo et ça va permettre d'adapter et de délivrer la bonne puissance. Ces capteurs, ils peuvent notamment s'adapter en temps réel à la pente du terrain, à la cadence qu'on met sur les pédales et à la résistance, c'est-à-dire si on rencontre des racines, des marges, des pierres, etc. Et c'est assez impressionnant la fluidité à laquelle il adapte à chaque milliseconde la puissance délivrée par le moteur. Résultat, lorsque l'on passe un obstacle, on ne va pas taper dans l'obstacle, le moteur va délivrer juste le boost de puissance qu'il va falloir pour réussir à passer plus facilement cet obstacle. Alors le moteur, il est couplé avec une batterie de 800 Wh qui pèse 3,7 kg. Lorsqu'on va commander un vélo à équiper avec ce nouveau moteur, on n'a pas la possibilité de choisir une autre capacité, c'est uniquement du 800 Wh. Avec cette grosse capacité de batterie, je pense que je vais être en mesure de pouvoir faire de longues sorties avec ce vélo. La question que je me pose, c'est est-ce que ce pic de puissance, cette grosse puissance que propose le moteur, que délivre le moteur, va me permettre d'aller aussi loin dans l'autonomie. Par contre, la batterie, elle se recharge super vite. On est en moyenne sur 1h30 pour passer de 25 à 100% de batterie. En fait, on est sur un chargeur qui fait 12 ampères et ça permet une recharge rapide et ça, c'est vraiment cool. Tu prends le chargeur dans ton sac à dos et tu te poses le midi 1h, 1h30 au resto. Tu peux refaire une journée à rallonge, c'est vraiment la folie. Par contre, tous les vélos ne sont pas équipés de cette option. On a un chargeur qui fait 4,5 ampères pour le premier niveau de la gamme comparé à 12 ampères pour les deux autres niveaux de gamme. Et ça, c'est quand même vraiment dommage que tous les modèles de la gamme ne soient pas équipés avec cette recharge rapide puisque c'est un gros plus comparé à la concurrence. Alors quand je suis monté pour la première fois sur le vélo, j'ai fait mes premiers réglages bien entendu et tout de suite je me suis senti bien. Je me suis senti un peu comme à la maison, on se prend tout de suite en main, on est quand même bien redressé sur le vélo. Il a une bonne position pour pédaler, il est vraiment confortable. Alors j'ai eu la possibilité de tester la taille M,
Donc comme à son habitude, pivot c'est assez long. Donc j'ai avancé au maximum le chariot de selle sur le taille M, et là je suis à l'heure actuelle sur un taille S. Les premières sensations que j'ai eues aussi au pédalage, elles étaient assez étonnantes. En fait, j'ai tout de suite compris pourquoi. C'est parce qu'on est sur des manivelles en 155 mm de longueur, et c'est pas courant, c'est pas ce que j'ai l'habitude de rouler. Donc au départ j'ai eu une sensation bizarre, puis après on s'y fait en fait naturellement très rapidement. Ces manivelles-là, je pense qu'elles sont courtes pour une bonne raison, c'est qu'il faut mouliner, avoir une cadence assez importante avec le moteur. Il fonctionne hyper bien avec 85-90 tours minutes. C'est là où il délivre son maximum de puissance, c'est là où il est à fond sur son plein potentiel. Maintenant qu'on a parlé du moteur, parlons du vélo, parce que ce nouveau Shuttle AMPD, c'est pas simplement un moteur surpuissant sur un cadre lambda, c'est vraiment un gros package complet. Ce Shuttle AMPD pour Amplified, la signification de survitaminé, vient compléter la gamme e-bike de chez Pivot. C'est un petit enduro avec 150 mm de débattement derrière, 160 mm devant. Il se veut être agressif, dynamique, stable et maniable. Et c'est un vélo qui est vraiment fait pour avaler des kilomètres et dévaler des pentes négatives à toute vitesse. Et ça vraiment, ça se ressent sur le terrain. Avec l'expérience de Pivot dans le monde de l'e-bike, ça fait déjà bientôt 10 ans, le vélo il a une géométrie qui est vraiment plutôt orientée gravity et qui est optimisée avec sa suspension DW Link. Au début de la course de l'amortisseur, la roue arrière elle est envoyée vers l'arrière, puis vers le haut au milieu de la course, avant de basculer vers l'avant lorsque l'on est en fin de course. C'est une cinématique qui a déjà fait ses preuves sur toute la gamme de la marque. Et je peux vous dire que sur le terrain, c'est stable, précis et que les 150 mm derrière, ils filtrent vraiment beaucoup d'obstacles. Et avec ce moteur Avinox qui te permet de remonter n'importe quelle pente, c'est vraiment le compagnon idéal pour enchaîner les rotations, faire du shuttle sans camion. Le vélo est disponible en deux coloris, le Burgundy Berry Freeze, c'est le vélo, les coloris que j'ai pu tester, ou alors en Black Metallic Stone. Il est disponible en taille de cadre de XS à XL, et en plus ce qui est assez fort, c'est qu'en fonction de la taille de cadre, la marque adapte les couches de carbone. Par exemple, pour la taille XS, qui est plutôt destinée à des femmes, on a le top tube qui est un peu plus fin et un peu moins épais. L'idée là, c'est d'adapter au maximum la rigidité du cadre en fonction des tailles des personnes. Par contre, on a un triangle arrière qui est identique pour toutes les tailles. Et la taille XS est uniquement compatible en mulette. Pour les autres tailles du S au XL, on est en montage de base en mulette, mais on peut passer en full 29. Pour faire ce passage en full 29, Pivot nous a indiqué que le flip chip, il était de base en montage mulette en version low, et que du coup il fallait le passer en position high pour rouler en full 29. Et niveau composants, il faut dire que c'est irréprochable. Pivot a mis vraiment le paquet. On est sur ce qui se fait aujourd'hui de mieux sur le marché en termes d'équipement. Au niveau des suspensions, on a soit le choix entre un duo de chez Fox avec une fourche Fox 38 à dernière génération couplée à l'amortisseur Fox Float X, ou alors on a la possibilité de faire un montage full RockShox avec une Zub Ultimate au niveau de la fourche et un amortisseur Super Deluxe Ultimate. Les deux comprennent les dernières nouveautés qui viennent tout juste de sortir, et on a aussi la toute nouvelle génération de freins SRAM, les Maven B1. Bref, tout est pensé pour tenir la puissance du moteur et avaler un maximum de kilomètres avec ce shuttle AMPD. Au niveau du poids du moteur, on a dit qu'il était plutôt dans la fourchette moyenne basse. Donc on est sur un vélo qui est annoncé à 21,5 kg sans les pédales bien entendu. Et dans sa version la plus light, c'est-à-dire la plus haut de gamme. Du coup, le vélo, il est plutôt léger et surtout que les masses sont bien réparties. En fait, on n'a pas la sensation d'avoir un vélo qui est lourd sur le terrain quand il est en mouvement, et il reste hyper maniable. On a la possibilité de le placer facilement là où on veut, que ce soit en montée ou en descente, mais encore plus en montée, surtout dans les montées qui sont parfois techniques ou sinueuses. On arrive facilement à le placer, à prendre les virages, à prendre les courbes relativement facilement. La cinématique DW Link propre à Pivot apporte un vrai plus sur le terrain, puisque c'est la suspension qui permet de transmettre toute la puissance offerte par le moteur vers l'avant. La suspension et la roue arrière ne se bloquent pas sur les obstacles. C'est vraiment impressionnant comment la suspension elle avale tous les obstacles, et on a une traction qui est optimale lorsque la puissance elle est apportée par le moteur. Par contre, lorsque l'on est dans des portions qui sont relativement raides en montée, dans des pentes raides, j'ai eu la sensation que le vélo avait tendance à se cabrer. Alors le Pivot il est relativement haut au niveau du poste de pilotage, donc il faudra
potentiellement descendre des cales. Moi, j'en ai déjà redescendu une pour essayer d'abaisser un peu le poste de pilotage. Mais malgré tout, dans les portions les plus raides, avec le moteur qui assiste vraiment fort, j'ai eu parfois la sensation que le vélo avait tendance à se cabrer. Donc, il faut faire attention et puis il faut vraiment essayer de se baisser pour essayer de plaquer au maximum la roue avant au sol. Ce que je me suis aperçu aussi sur le terrain en montée notamment, et par chez moi vu qu'il y a beaucoup de cailloux, c'est que dès qu'il y a tellement de puissance au niveau du moteur que quand on est sur des portions aussi un peu raides avec des petits cailloux, la roue arrière avait parfois souvent tendance à patiner. Donc il faut réussir à piloter assez finement. Parfois il vaut même mieux réduire un petit peu l'assistance pour réussir à passer des portions plus raides ou avec pas mal de cailloux, plutôt que d'y aller à fond, pleine balle en mode turbo. Il vaut mieux réduire un petit peu l'assistance pour essayer d'aller chercher le grip, un maximum de grip avec le pneu arrière, avec la roue arrière, pour s'aider à passer l'obstacle. Mais globalement, voilà, le vélo il reste maniable, on arrive à le placer suffisamment là où on veut. Par contre, encore une fois, il faut être fin au niveau du pilotage et il faut réussir à bien prendre en main le vélo pour pouvoir après se faire plaisir et réussir à le piloter correctement. D'ailleurs, par rapport aux deux tailles que j'ai roulées, j'ai trouvé que le vélo en taille S, il était moins stable dans les montées, surtout dans les pentes raides et dans le cassant. Il avait beaucoup plus tendance à perdre l'adhérence, à cabrer, et il était beaucoup trop vif pour grimper et le positionner facilement sur la trajectoire que je souhaitais. A l'inverse, avec le taille M, je me suis surpris à grimper des pistes d'enduro, de DH, voire même des passages très techniques, et j'avais plutôt une bonne facilité de positionner le vélo là où j'en avais envie. Le vélo, il est vraiment joueur, on s'amuse vraiment même dans les montées avec son moteur, avec la puissance qu'apporte le moteur, avec ce vélo. Ça redéfinit complètement ce qu'on est capable de faire en montée. Avec les e-bikes jusqu'à présent, on pouvait monter des pentes qu'on ne faisait pas avec les vélos musculaires, mais j'ai envie de dire qu'avec ce moteur, on est presque capable de faire des montées qu'on n'était pas capable de faire avec les e-bikes précédents. D'un côté, c'est perturbant, mais d'un autre côté, c'est assez fun parce qu'on s'amuse vraiment à son guidon. Par contre, c'est pas un moteur qui est à mettre entre les mains de tout le monde, parce que si on n'a pas un minimum de bagage technique, si on maîtrise pas correctement le vélo, sauf si on roule en mode éco, où là il n'y aura pas de souci. Par contre, dès qu'on mettra d'autres modes, ça peut vite devenir dangereux. On pourrait se retourner sur le moindre obstacle avec le vélo. Il faut quand même vraiment bien maîtriser et bien piloter. Alors au niveau de la descente, le vélo clairement il est impressionnant. On dirait un gros enduro. En fait, on n'a même pas l'impression qu'il a que 150, 160. On dirait qu'il a bien plus. Ça encaisse vraiment énormément. Ça encaisse super bien. Au niveau des suspensions, des nouvelles suspensions RockShox, elles marchent vraiment à merveille. Il y a vraiment eu un gros travail. Elles ont beaucoup plus de maintien. La fourche, elle a beaucoup plus de maintien, beaucoup plus de support. Il n'y a pas forcément plus de rigidité, mais ça travaille. Je trouve que ça travaille bien mieux. C'est beaucoup plus fluide. Par contre, ça demande un petit peu plus de temps de réglage. J'ai eu un petit peu de mal, et c'est surtout qu'il ne faut pas du tout mettre les mêmes pressions qu'on avait l'habitude de mettre par le passé. Il faut augmenter ces pressions. Moi, en temps normal, j'étais plutôt aux alentours de 100 PSI. Et là, je suis quasiment passé à plus de 150 PSI pour arriver à 25% de sag. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur le volume d'air. Et ça se ressent sur le terrain, c'est vraiment plus souple, c'est vraiment plus agréable au pilotage, et ça permet d'encaisser à merveille les plus gros chocs. Le vélo, il est hyper stable à haute vitesse, il est hyper stable dans le technique. Il est vraiment fait pour avaler de la grosse descente, étant donné que ça reste un petit enduro. Dans les courbes et dans les appuis, le vélo il est hyper dynamique, il est aussi assez rigide. Quand on n'a pas l'impression qu'il se déforme ou qu'il vient se tasser dans un appui ou dans une courbe. On peut facilement reprendre de la vitesse en appuyant sur le vélo, en chargeant le vélo, et il repart dynamique il nous redonne de la vitesse en sortie de virage. Et moi j'ai bien aimé ce dynamisme là. Après il faut avoir pareil le pilotage qui va avec, il est quand même exigeant au pilotage, il faut réussir à charger l'avant, mais on a une position qui est plutôt agréable, qui nous donne confiance et qui nous donne envie de piloter sur l'avant. Ça permet d'avoir de l'engagement, de bien profiter du dynamisme du vélo dans les courbes. Et c'est un vélo qui est stable, c'est un vélo qui est dynamique, qui est joueur. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié ce vélo de ce côté-là. Au niveau des sauts, alors j'ai pas fait de gros jumps, mais sur les petits sauts que j'ai pu avoir sur le parcours, franchement le vélo il est stable, il met aussi en confiance quand il est en l'air, les deux roues décollées du sol.
Il est relativement stable et franchement, ouais, il met en confiance. Moi, je suis pas le plus à l'aise sur les sauts, je suis pas le meilleur dans ce domaine-là, mais j'ai pas eu d'appréhension particulière à décoller avec et je me suis même senti plutôt en confiance à vouloir pousser et aller presque de plus en plus haut. Avec autant de puissance délivrée par le moteur, j'avoue que j'avais un peu peur pour la transmission. Donc là, on est sur un modèle SRAM T-Type AXS et il est directement relié à la batterie. Le T-Type, il permet franchement de renforcer la solidité de l'ensemble, mais Avinox a rajouté une fonctionnalité qu'ils appellent le Smooth Shift. Et en fait, cette fonctionnalité, elle permet de réduire le couple du moteur, de puissance du moteur, lorsque l'on appuie sur les pédales et qu'on change les vitesses en même temps. Honnêtement, on s'en rend pas du tout compte sur le terrain, c'est hyper fluide, mais en fait, même quand on est en pleine puissance, dans une montée, sur une portion technique, qu'on change sa vitesse, qu'on a la force, qu'on appuie sur les pédales et que le moteur délivre aussi sa pleine puissance, et on a une légère baisse du couple du moteur qui permet de passer les vitesses plus en fluidité et d'avoir un petit peu moins de contraintes malgré tout sur la chaîne. Cette fonctionnalité Smooth Shift, elle permet également de changer les vitesses sans pédaler. Ça, c'est assez impressionnant et c'est plutôt utile quand on est dans des portions assez techniques qu'on connaît pas. Par exemple, on a une descente, une petite cuvette, ça remonte derrière où il y a une marche. On était sur les vitesses les plus dures. On change les vitesses tout de suite sans avoir à pédaler. On n'a pas le temps de repédaler et on peut se mettre à pédaler avec des vitesses faciles. Par contre, cette fonctionnalité Smooth Shift, il faut penser à l'activer. En fait, elle n'est pas du tout activée de base. Avinox ne l'active pas pour la simple et bonne raison que lorsque l'on met le vélo en service, si sans faire exprès, on vient à changer, à appuyer sur le bouton quand on est en train de mettre en service le vélo, faire un peu de mécanique, on pourrait avoir la transmission qui s'active d'un coup et on pourrait se coincer un doigt ou tout simplement avoir un problème, se blesser. Et Avinox conseille vraiment de la mettre en service avant la première sortie, avant le premier ride, une fois qu'on a monté le vélo. Parce que sans cette fonctionnalité d'activer, je pense que vraiment on pourrait casser la transmission ou casser son dérailleur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous parlais de la couronne en début de vidéo, la couronne au niveau du moteur. Cette couronne, elle est démontable, elle vous permettra de gagner 200 grammes, mais elle vous fera ruiner toutes vos chaînes à coup sûr. Ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je la remercie parce que dans les pierres, ça m'a carrément protégé la transmission. Elle a tapé de nombreuses fois, elle est d'ailleurs bien marquée, mais c'est hyper important puisque ça permet de protéger la transmission. C'est peut-être pas hyper beau, ça fait un peu penser aux couronnes qu'on retrouvait à l'époque sur les triples plateaux, les couronnes en plastique. Mais cette couronne, il faut savoir que c'est Pivot qui l'a mis en place pour protéger la chaîne des impacts. Parce que si on regarde bien, en fait, le plateau, il est plus bas que le carter moteur, donc on n'a pas de protection et c'est plutôt bien vu, bien pensé pour prolonger la durée de vie de notre transmission, de notre chaîne, parce que encore une fois, moi ça a tapé, elle est marquée et lorsque l'on roule dans des portions très techniques, ça protège vraiment la transmission. Du coup, au niveau de l'assistance, ok, au niveau auto et au niveau délivrabilité de la puissance, c'est hyper bien géré par Avinox. Au niveau des modes, on en a 4. On a le mode auto, comme je vous ai dit, c'est le premier mode de base. Ensuite, on a le mode éco. On a le mode ensuite trail et le mode turbo. Et on a effectivement un 5e mode qui est le mode boost. Alors ce mode boost, il s'obtient en appuyant de manière prolongée sur le haut de la commande et on peut régler la durée entre 30 et 60 secondes d'assistance. Alors au niveau des modes d'assistance, le mode automatique, c'est celui, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, qui délivrait certes le mieux la puissance, mais c'est surtout celui que j'ai trouvé le plus fluide. En fait, on s'en rend pas compte, mais il adapte en fonction de la pente, en fonction de la puissance, en fonction de la cadence. Il adapte automatiquement la puissance qui nous assiste, qui la porte. Et moi, j'ai trouvé que c'était le mode le plus fluide. Le mode éco, dans sa configuration de base, j'ai senti qu'il avait peu d'assistance. C'était vraiment un mode éco. Il y avait un gros gap, j'ai trouvé, entre le mode éco et après le mode trail, qui lui délivrait un maximum de puissance, c'est-à-dire les 130 Nm.
d'office. Moi, je conseillerais d'augmenter un petit peu le couple d'assistance au niveau du mode Eco, de réduire un petit peu le couple d'assistance sur le mode Trail et après sur le mode Turbo, laisser comme c'est en paramétrage de base. Mais ça permet d'avoir une évolution des modes un petit peu plus logique. Au niveau du mode Trail, j'ai senti l'assistance un petit peu moins fluide. On a l'impression que c'est plutôt de la puissance délivrée un petit peu par à-coup. Alors ça fait pas c'est pas du on-off non plus. Vraiment le meilleur mode à utiliser, moi celui que j'ai vraiment préféré, c'est celui que j'ai quasiment le plus roulé, c'est vraiment le mode auto qui adapte en fonction de son terrain, en fonction de la cadence, en fonction de la puissance qu'on met sur les pédales, cette délivrabilité de la puissance, et c'est le mode le plus fluide et le plus agréable à utiliser. Au niveau de l'ergonomie des commandes pour changer les modes, donc on a une commande à gauche, une commande à droite. La commande de gauche, elle permet de changer les modes. Donc on a le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer les modes. Le bouton vers le haut, il permet d'activer le mode boost en restant appuyé. Et le bouton vers le bas en restant appuyé permet d'activer le mode marche. Le mode marche, il marche très bien. C'est pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Et si on regarde du côté droit, on a aussi une commande qui là permet de faire défiler les écrans sur l'écran. On a différents écrans de configurables. L'écran est tactile, donc on peut aussi changer les écrans à la main. Cette manette de droite là, elle est aussi configurable via l'application. On est bien entendu Avinox, le moteur Avinox est propriété de DJI, donc on peut paramétrer notamment le bouton du bas côté droit pour qu'il déclenche l'enregistrement ou qu'il arrête l'enregistrement des drones DJI, des caméras, et il y a plein d'autres paramétrages possibles qui sont assez intéressants au niveau de l'application. Alors au niveau de l'autonomie, c'est vrai que j'ai été hyper curieux de voir ce que ça donnait, parce que le moteur, on l'a vu, il est surpuissant, mais est-ce qu'il est capable de faire de longues sorties, ou est-ce que c'est seulement pour faire 20 km autour de la maison et après le moteur se met à surchauffer, ou est-ce qu'il n'est pas capable d'aller aussi loin? Du coup, pour commencer, le moteur il est déjà hyper silencieux, et ça c'est hyper agréable quand on est en forêt. On n'a quasiment aucun bruit. Alors au niveau de l'autonomie, j'ai été très perplexe sur la première sortie que j'ai faite. La première sortie que j'ai faite, j'ai fait en gros 30 bornes et 1100 mètres de dénivelé positif, et j'ai fini à 25% de batterie. Donc je me suis dit, ah ouais, je vais pas pouvoir aller très loin, pourtant j'ai une 800 Wh. C'est une grosse capacité quand même de batterie. J'étais un peu déçu, un peu perplexe. Et en fait, c'est que la première sortie que j'ai faite, j'ai un peu bourriné avec le vélo. J'étais un peu excité de tester ce bolide. Je maîtrisais pas tant que ça l'assistance, le vélo, etc. Après, sur les autres sorties que j'ai faites, en continuant à rouler avec le mode auto, mais en roulant plus intelligemment, j'ai réussi à faire des sorties qui étaient bien plus intéressantes. J'ai notamment fait pas mal de sorties autour de 25-30 km avec 1000 mètres de dénivelé positif, mais en ayant encore à la fin 50% de batterie. Donc je pense qu'honnêtement, on peut facilement se rapprocher en tout cas moi, je peux facilement me rapprocher des 60 km et 1006 voire peut-être 1008 en dénivelé positif. Je suis en plein milieu de ma sortie test, je suis sur les pentes du Mont Ventoux. Pour l'instant, j'ai fait 1300 mètres de dénivelé positif qu'avec le mode auto, et il me reste encore 32% de batterie. Donc franchement, je pense que les 1005, je vais les atteindre. On va voir ce que ça donne. Je suis avec le mode auto et la configuration de base. Alors ce nouveau pivot shuttle AMPD avec son nouveau moteur Avinox M2S, est-ce que c'est le nouveau roi du marché? Pour moi, je pense que oui, mais attention, ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a tellement de puissance que si on ne maîtrise pas correctement le VTT, on risque de se faire mal. Par contre, si on sait très bien piloter et qu'on maîtrise sa machine, on va pouvoir se faire extrêmement plaisir.
Là où je suis un peu plus nuancé par contre, c'est jusqu'où on va aller dans cette course à la puissance. Parce que honnêtement, je pense que là, on est vraiment arrivé à un niveau de puissance maximale. Au-delà de ça, je pense que le VTT à assistance électrique ne deviendrait même plus maîtrisable. J'ai aussi peur qu'il y ait beaucoup de dérives dans les bois et qu'on voit fleurir un peu partout maintenant des interdictions sur la pratique du VTT assistance électrique. Et ça pourrait vraiment être compliqué. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les mois et les semaines à venir et surtout comment va réagir la concurrence face à l'arrivée de ce nouveau moteur Avinox M2S. Par contre, faut être honnête, ce pivot shuttle AMPD dans sa version Pro comme elle est devant vous coûte 12 899 €. Alors, il y a une version Ride en dessous à 10 499 € et il y a une version au-dessus, la version Team, à 14 999 €. Certes, c'est cher, mais c'est pas fait pour tous les riders, c'est fait uniquement pour ceux qui maîtrisent correctement le VTT assistance électrique. On n'est pas là sur un vélo qui est fait pour prendre quelques pistes et se balader le dimanche de temps en temps. Le pivot shuttle AMPD avec son moteur Avinox M2S, c'est 130 Nm en continu, 150 en pic. C'est le VTT assistance électrique le plus puissant du marché et pour moi c'est simple, c'est le vélo qui redéfinit ce qu'un VTT assistance électrique peut faire. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que l'avenir du VTT assistance électrique c'est toujours plus de puissance ou alors tu trouves que ce qu'on avait déjà suffisait et que là ça devient excessif? Dis-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte qu'on puisse débattre sur le sujet. Si ces chiffres t'ont donné le tournis, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un petit like. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne plus rien manquer. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!